Le fils d'assassin ne communiera jamais avec nos enfants. L'assassin, il est arrêté, l'assassin. Il est sous les verrous. Vous êtes un roublard, monsieur le juge. C'est grand malheur. Il y a des acteurs qui ont eu une trajectoire particulière, et c'est le cas de Michel Galabru. Vous avez bien sûr reconnu le film de Bertrand Tavernier, Le juge et l'assassin, qui est un véritable chef-d'œuvre. Je vous avais déjà parlé de Bertrand Tavernier avec Que la fête commence, qui mettait en scène deux de ses acteurs fétiches, Philippe Noiret et Jean Rochefort. On retrouve Philippe Noiret dans Le juge et l'assassin, mais aussi Michel Galabru, dont c'est le plus grand rôle au cinéma, et c'est donc l'occasion pour moi de vous parler de Michel Galabru. Michel Galabru, c'est l'histoire d'un très grand acteur qui s'imaginait déjà différemment de ce qu'il était. Il y a comme ça des acteurs, c'est le cas aussi de Philippe Noiret. Quand Michel Galabru parle de lui, et je vais vous proposer de regarder un document dans quelques instants pour illustrer ce que je suis en train de vous dire, Michel Galabru s'imaginait comme quelqu'un de totalement différent de ce qu'il était il y a un moment donné. Et pour les acteurs, c'est leur physique, l'impression qu'ils donnent aux autres qui fabriquent leur personnage. Et être acteur, c'est être soumis au désir des réalisateurs, des directeurs de casting qui vont vous choisir pour interpréter un rôle. Et Michel Galabru a eu une carrière où on lui a proposé essentiellement des rôles de comique de la gaudriole, des films farfelus, souvent des navets, mais il faut bien faire bouillir la marmite. Et c'est Michel Galabru lui-même qui le raconte, il n'a jamais été dupe de l'image qu'il pouvait donner aux autres et des rôles qu'on lui proposait. Il raconte comment on l'a choisi pour tourner la série des Gendarmes. Il l'a pris par incidence en écoutant une conversation sur la place des Lys à Saint-Tropez, où on citait son nom et on lui disait, voilà, il faut prendre des ringards pour entourer Louis de Funès. Et pourtant, quel acteur grandiose, puisqu'il va décrocher le César du meilleur acteur pour Le juge et l'assassin. Donc je vous propose de regarder, ce document est extrait, à l'époque, c'était sur Antenne 2, Philippe Bouvard recevait des invités, comme dans un club. C'était tout à fait intéressant et il y avait des invités tellement géniaux. Justement, ce soir-là, il y avait Michel Galabru. En fait, les critiques ne cessent de vous découvrir depuis 20 ans, vous, personnellement. Oui, moi, tout le temps, on me dit « Oh, vous, dans 10 ans. » Un instant, je mange, voyez-vous. Et je suis très heureux de cela parce que j'avais un professeur qui, en classe, m'avait dit « Mon pauvre Galabru, vous crèverez de faim. » Et je viens de voir un médecin qui m'a dit « Si vous ne vous arrêtez pas de bouffer, vous ne passerez pas. » Une carrière qui a été quelquefois en dents de scie. En dents de scie, vous dites, hein? Les chutes du Niagara, quelquefois. Au cinéma, c'était pas toujours glorieux. Non, mais le cinéma, par contre, même si ce n'est pas glorieux, nourrit son homme. C'est une obsession. Il est très difficile. Oui, je l'ai toujours dit. Au conservatoire, déjà, je disais, mais quand est-ce qu'on va être payé? Et le cinéma nourrit son homme. Je dirais même plus qu'au fond, les comédiens, tous les comédiens, s'il n'y avait pas les mauvaises pièces, les mauvais films, il y en aurait plus un, ils auraient tous crevé de faim. C'est avec le bon film, la bonne pièce est exceptionnelle. Par conséquent, nous avons tous été nourris par de mauvaises choses. Et nous devons être reconnaissants. Et c'est finalement le navet qui nourrit le mieux au cinéma. Voilà. Vous êtes truculent, naturellement. Bon, c'est lourd, tout ce que je fais, je le sais. Qu'est-ce que vous voulez? Quels sont les grands de ce métier qui vous ont influencé, dont vous avez l'exemple en tête? Et alors, j'ai lu les mémoires de Sacha Guitry, qui m'ont enthousiasmé. Très mauvais élève, 12 sixième. Moi, j'étais à ma 4e première. Je me suis dit, voilà ma voie. Et je me suis mis à l'imiter. Alors, vous savez qu'il y avait des bagues toujours. Alors, j'avais acheté des petites bagues à Monoprix à 20 balles. Vous savez, qui déteignaient, c'était tout noir. Alors, je mettais mes manchettes comme ça, oui. Et je me prenais pour Sacha Guitry. D'ailleurs, je me prends encore un peu pour Sacha Guitry.
Au fond, j'aurais voulu, je suis un raté, je l'aurais voulu être Sacha Guitry, mais je ne suis pas Sacha Guitry. J'essaye d'écrire, je n'écris rien. Et voilà, alors vous voyez, j'étais comme ça. Ah, mon Dieu, vous voyez. Alors le professeur dit, Galabru, à la porte. Ah, si c'était ça, la liberté, nous étions libres, vous savez, c'était 8 heures de colle, enfin, je n'en sortais pas. Voilà. Et depuis, alors, je suis arrivé au conservatoire, et alors, je joue des rôles lourds, contrairement à lui. C'est là la tristesse. Quel est le rôle le plus ridicule qu'on vous ait confié? Et cette condition de l'acteur d'être choisi par les réalisateurs, d'avoir cette attitude passive et d'attendre qu'on vienne vous chercher, c'est très compliqué d'ailleurs dans la carrière d'un acteur, et ça explique d'ailleurs pourquoi beaucoup d'acteurs, et même des très grands acteurs, et j'allais dire surtout des très grands acteurs, vont chercher un rôle avec leurs dents. Il y a tellement d'exemples, je pense tout de suite à Gérard Depardieu pour le rôle qu'il a dans Les Valseuses, un de ses premiers rôles. Il a fait le siège du bureau de Bertrand Blier pour avoir ce rôle. Sean Connery pour avoir le rôle, avec son statut de mégastar, pour avoir le rôle principal dans Le Nom de la Rose. C'est très très compliqué d'être un acteur, et même à un niveau très élevé. Et justement, dans Le Juge et l'Assassin, il y a Philippe Noiret, et c'est un peu la même histoire. L'image qu'il donnait n'était pas du tout celle qu'il se faisait de lui-même, et il explique lui-même d'ailleurs, et sa femme Monique Chaumette corrobore ses propos. Pendant très longtemps, pendant plus de 20 ans, Philippe Noiret se voyait comme un jeune premier élancé, et il essayait de se faire plus léger qu'il n'était. Alors qu'au contraire, il a une forte charpente, une personnalité très terrestre, ce qui fait d'ailleurs toute la force de son personnage, et il lui a fallu du temps pour se voir comme il était. Et ce ne sont pas uniquement les acteurs qui sont obligés de se voir tels qu'ils sont, tous les êtres humains sont ramenés à cette chose-là, c'est-à-dire de se voir tels qu'ils sont. Et mon Dieu que c'est difficile. Et si Michel Galabru et Philippe Noiret se sont très bien entendus sur le plateau du Juge et l'Assassin, alors qu'ils ne se connaissaient pas tellement auparavant, c'est, je pense, aussi pour cette raison, parce qu'ils avaient tous les deux eu ce problème, cette espèce de dichotomie entre l'image qu'ils donnaient, ce qu'ils pensaient d'eux-mêmes, et comment on les voyait en tant qu'acteurs. Toute cette complication, je pense, les a réunis. Ce ne sont pas fatalement des gens qui s'aiment physiquement et qui ont en fait à l'intérieur une personnalité tout à fait différente de l'image qu'ils renvoient. Bon, je vais arrêter là tout de suite la psychologie de supermarché, mais je voulais juste appuyer sur ce petit point pour souligner justement l'intérêt de ce film aussi entre ces deux énormes acteurs, Noiret et Galabru, et de ce parcours qui quand même les réunit un petit peu. J'ai un amour des acteurs, je ne suis pas le seul, et je pense que c'est toujours intéressant de connaître un peu le cheminement intérieur de ces géants du cinéma pour mieux comprendre leur jeu et pour mieux voir à quel point il leur a été difficile d'atteindre les sommets. Et heureusement, dans la carrière de Michel Galabru, il y a eu cette rencontre avec Bertrand Tavernier, et je vous propose tout de suite de regarder un second document où Bertrand Tavernier explique les raisons pour lesquelles il a choisi Michel Galabru. Et marginaux. L'idée a été immédiate, je n'ai jamais pensé à quelqu'un d'autre. Ça a été Galabru. Je me disais, mais c'est complètement dingue de ne pas utiliser un talent comme celui-là. Il me surprend complètement. Donc ça a été immédiat. Ça a été mon choix, j'ai été le contacter tout de suite, et le contact a été absolument extraordinaire avec sa femme qui m'a accueilli, qui était assez drôle, vive, comme ça, un peu volumineuse, et lui qui faisait des signes derrière elle en indiquant, en disant, elle est comme ça. Et je me suis dit, je rentre dans un monde étrange, comme ça. Et voilà. Et la seule chose qui me faisait peur, c'est qu'il avait tourné tellement de nanars, tellement de films, ça. Oui, lui-même me racontait, hein, les seules indications qu'on lui donnait, c'est à partir de là, vous êtes très con. Et je me disais, mais est-ce qu'il ne va pas être abîmé partout? Et
j'ai su après que lui était aussi préoccupé du fait que moi, parce qu'il tournait trop de naphthons comme ça, déplorables, que je perde confiance en lui. Il y avait un double... Et qu'un jour, il avait appelé Noiret en lui disant « Philippe, comment on fait pour jouer dans un bon film ?» Et alors, ces peurs se sont évanouies le premier jour de tournage. C'est pour vous. Une montre en or. J'ai vendu mon champ pour 150 francs. Mais il fallait pas, monsieur Bouvier. Pourquoi vous voulez me faire un aussi beau cadeau? Pour vous faire plaisir. Mais puisque je ne veux pas vous épouser. Pourquoi? Pourquoi? Le scénario du Juge et l'assassin est en fait l'adaptation d'un fait divers réel qui s'est passé au XIXe siècle, et ce sont Orange et Bost, ce célèbre duo de scénaristes qui a été remis en scène d'ailleurs par Bertrand Tavernier, alors qu'ils avaient été un peu mis au pilori par la Nouvelle Vague. Orange et Bost écrivent donc le scénario du Juge et l'assassin. Joseph Bouvier, dans la réalité, s'appelait Joseph Vacher. Bouvier-Vacher, en fait, c'est la même chose, ça décrit le même métier. Ce Joseph Vacher, qui est le personnage réel, était un homme atteint d'une maladie mentale, qui était un véritable psychopathe. Il en est devenu un meurtrier, puisqu'il est l'auteur d'une 50aine de meurtres. C'est un serial killer, c'est un peu le Jack l'Éventreur version française. Et ce qu'il est intéressant de voir, c'est que Bertrand Tavernier choisit de rester assez proche de la véritable histoire. C'est une sorte de calque de l'histoire réelle de Joseph Vacher, jusque dans les détails. Il y a beaucoup de scènes qui sont véritablement arrivées et que Bertrand Tavernier reproduit assez fidèlement, sans doute pour donner de l'authenticité à son récit, parce que bien sûr, comme on le dit, la réalité dépasse souvent la fiction, donc autant être au plus près de la réalité historique. Le personnage de Philippe Noiret est très intéressant. Là encore, le juge qu'il incarne est très proche du juge de l'histoire authentique. Un juge d'instruction très arriviste. Et là, une fois de plus, où se situe la frontière entre le bien et le mal? Où est la justice? Car ce film est aussi une interrogation sur la justice. Vous savez, quand les hommes politiques disent souvent « je fais confiance à la justice de mon pays », à mon avis, c'est le genre de phrase qu'il faut s'éviter de prononcer. Parce que quand on voit le comportement de ce juge, qui pense plus à sa propre carrière, à son ascension professionnelle, qu'à la personnalité de l'assassin dont il s'occupe. L'assassin, malgré tout, est un présumé assassin. Il ne s'agit pas d'excuser les crimes qu'il a vraisemblablement commis, mais là, on voit bien que la justice n'a guère changé et que la justice, malheureusement, est rendue par des hommes. Philippe Noiret fait évidemment une composition, une fois de plus, remarquable. C'est lui qui trouve l'idée du lorgnon, qui est la clé du personnage qu'il va interpréter à l'écran, et le génie, bien sûr, de Michel Galabru, de cet acteur qui avait la carrure d'un Rému, mais qui n'a malheureusement pas rencontré son Marcel Pagnol. Et Michel Galabru retrouvera la caméra de Bertrand Tavernier 4 ans plus tard, dans un film charmant, qui s'appelle Une semaine de vacances. Je ne sais pas si vous l'avez vu. Il n'y s'y passe pas grand-chose. C'est l'histoire de la relation entre deux personnages interprétés par Nathalie Baye et Gérard Lanvin. Et ça se passe à Lyon, la ville natale de Bertrand Tavernier. Et puis, il y a aussi dans Le Juge et l'assassin, Jean-Claude Brialy. Jean-Claude Brialy, c'est un des comédiens qui a été révélé par la Nouvelle Vague, qui a tourné tellement de films et qui est souvent réduit à son personnage caricaturé par Thierry Le Luron et par d'autres imitateurs, Laurent Gérard, avec talent bien sûr, mais c'était un acteur beaucoup plus profond qu'il n'y paraissait. Il a d'ailleurs aussi été réalisateur. Il a réalisé de très jolis films, dont un dont je vous reparlerai bientôt, avec Valentine Tessier. C'était vraiment un homme très complexe. C'était vraiment un acteur majeur. Et dans Le Juge et l'assassin, Bertrand Tavernier, justement, lui donne un rôle à la mesure de l'être intérieur qu'il est.
puisque Jean-Claude Brialy interprète un juge, un magistrat qui revient des colonies, on ne sait pas pourquoi, pour quelle raison précise, il est revenu en métropole. Il a un domestique dont on imagine que les relations dépassent un peu le cadre professionnel. Il incarne un personnage complexe et en même temps réactionnaire, dreyfusard, puisque le background de l'histoire du scénario du juge et l'assassin, c'est l'affaire Dreyfus, c'est la montée des mouvements syndicalistes de gauche, de la CGT, et il y a toujours chez Bertrand Tavernier, c'est un cinéaste, je ne dirais pas militant, mais qui a une conscience politique de gauche. Il est un peu le successeur d'Yves Boisset, avec un peu plus de subtilité, ce qui n'enlève rien au génie d'Yves Boisset, qui était plus rentre-dedans, on va dire. C'est l'occasion pour Jean-Claude Brialy d'avoir, je pense, pour moi, c'est un second rôle dans le film, mais le personnage qu'il interprète est un de ses plus grands rôles. Et il y met toute la complexité et l'ambiguïté nécessaires. Et d'une certaine façon, Bertrand Tavernier fait le procès d'une caste, celle des magistrats, et aussi celle de la bourgeoisie, qui est la classe dominante et qui ne prend pas tellement de gants avec les pauvres gens. Ce film parle de la justice et de la justice de classe. Vous vous souvenez bien sûr de la morale des animaux malades de la peste de La Fontaine, selon que vous serez puissant ou misérable. Les jugements de cour vous rendront noir ou blanc. C'est là une partie du sujet du film de Bertrand Tavernier. Voilà. Si vous n'avez pas encore vu Le Juge et l'Assassin, vous avez vraiment de la chance car vous allez le découvrir. Et si vous l'avez vu, ce sera l'occasion de revoir ce film magnifique. Je vous laisse donc avec Le Juge et l'Assassin, Bertrand Tavernier, 1976. C'est un roublard, monsieur le juge. C'est grand malheur. Votre seule manière d'agir me fait prendre pitié de vous. Une innocente ne peut troubler qu'un homme profondément corrompu. Autant aujourd'hui que demain. Il dit que nous sommes tous des meurtriers au moins en puissance. Mais ce besoin du crime, nous le canalisons par des moyens légaux. Comment vous sentez-vous, Bouvier? Innocent, mon juge, puisque c'est Dieu qui a tout voulu. T'avais une grande dévotion pour la Vierge. C'est la femme de tous ceux qui n'en ont pas. C'est un paysan rusé qui essaie de me rouler, et moi, je fais semblant de marcher. Moi, ça fait 2 ans que je marche à travers la France comme un forcené. Et le soleil qui frappait ma pauvre tête. Si c'était pas vrai. S'il inventait tout ça. C'est tout de même un anormal. Si on ne guillotinait pas ces anormaux, ce serait le bordel. Il pleure. On croirait des larmes. Et s'il pleurait l'ami qui l'a trahi? Quel ami?